Tu as déjà observé ces personnes qui semblent posséder un magnétisme inexplicable, une présence qui commande le respect, sans qu'elles aient besoin d'élever la voix ou de supplier l'attention. Elles ne courent pas après les autres, ne se justifient pas constamment, et pourtant tout le monde semble graviter autour d'elles. Le secret de cette attraction mystérieuse réside dans un principe psychologique révolutionnaire, découvert par Carl Jung. Plus tu deviens inaccessible émotionnellement, plus ta valeur intrinsèque augmente exponentiellement. Cette découverte bouleverse complètement notre compréhension des relations humaines. Contrairement à ce qu'on nous a enseigné depuis l'enfance, ce n'est pas en étant constamment disponible qu'on devient précieux aux yeux des autres, mais exactement l'inverse. Quand tu cesses d'être à la disposition de chacun, quand tu arrêtes de répondre immédiatement à chaque sollicitation, quelque chose d'extraordinaire se produit dans ton écosystème relationnel. L'environnement humain qui t'entoure entre alors dans une phase de recalibrage total. Les personnes qui avaient pris l'habitude de puiser dans ton énergie sans contrepartie commencent soudainement à réévaluer ta position dans leur hiérarchie d'importance. Cette transformation ne se fait pas en douceur, car elle remet en question des équilibres établis depuis des années, parfois des décennies. Jung avait identifié ce phénomène comme étant directement lié à ce qu'il appelait l'économie libidinale de la psyché humaine. Chaque individu possède un réservoir limité d'énergie psychique, et la façon dont cette énergie est distribuée détermine entièrement la qualité de son existence. Quand tu comprends cette loi fondamentale et que tu commences à appliquer une gestion stratégique de ta disponibilité, tu déclenches une cascade de changements qui transforme littéralement le cours de ta destinée. Mais attention, cette transformation n'est pas sans conséquences. Elle révèle des vérités parfois brutales sur tes relations actuelles et force ton entourage à dévoiler ses véritables intentions. Beaucoup ne supporteront pas cette nouvelle version de toi, celle qui ne court plus après leur validation, qui ne se plie plus à leurs caprices émotionnels, qui a appris à dire non sans culpabilité. Si tu es prêt à découvrir comment cette simple modification de ton comportement peut révolutionner chaque aspect de ton existence, reste avec moi jusqu'à la fin, car ce que tu vas apprendre aujourd'hui pourrait bien être le tournant décisif que tu attendais depuis si longtemps. N'oublie pas de t'abonner pour ne manquer aucune de nos explorations dans les profondeurs de la psychologie humaine. La prison dorée de la disponibilité constante. Dès tes premières années d'existence, un conditionnement subtil mais puissant s'est installé dans les tréfonds de ton inconscient. Tu as appris, souvent sans t'en rendre compte, que ton value était directement proportionnel à ta capacité de répondre aux besoins des autres. Cette programmation sociale t'a transformé en une sorte de distributeur automatique émotionnel, toujours prêt à délivrer réconfort, attention et énergie à quiconque actionne les bons boutons. Cette hypervigilance relationnelle crée ce que Jung appelait la persona excessive, une façade sociale si développée qu'elle finit par étouffer complètement ton essence authentique. Tu deviens expert dans l'art de deviner les attentes d'autrui, d'anticiper leurs besoins, de moduler ton comportement pour maintenir une harmonie artificielle qui te coûte une énergie colossale. Les recherches récentes en neurosciences confirment les intuitions géniales de Jung. Quand tu vis dans un état de disponibilité permanente, ton système nerveux reste constamment en mode d'hyperactivation. Ton cortex préfrontal, responsable de la prise de décision consciente, se fatigue rapidement, te rendant plus vulnérable aux manipulations émotionnelles et moins capable de discerner tes véritables intérêts. Cet épuisement neurologique explique pourquoi tant de personnes se sentent vidées, confuses et perdues malgré leur générosité apparente envers les autres. Elles ont sacrifié leur boussole intérieure sur l'autel de l'acceptation sociale, créant un déséquilibre énergétique qui les maintient dans un état de dépendance émotionnelle chronique. L'ironie tragique de cette situation, c'est que plus tu te rends disponible, moins les autres te respectent réellement. L'esprit humain a tendance à dévaluer ce qui est trop facilement accessible. C'est un mécanisme évolutionnaire ancré profondément dans notre psyché collective. Ce qui ne coûte rien d'effort à obtenir est perçu comme ayant peu de valeur intrinsèque. Jung observait que ses patients les plus malheureux étaient souvent ceux qui avaient développé cette compulsion de plaire au détriment de leur propre intégrité psychologique. Ils avaient créé des identités entièrement construites autour des besoins d'autrui, perdant progressivement contact avec leurs propres désirs, leurs propres limites, leurs propres rêves. Cette aliénation de soi génère un cercle vicieux démoniaque. Plus tu t'éloignes de ton centre authentique,
plus tu as besoin de validation externe pour te sentir vivant. Plus tu cherches cette validation, plus tu te rends disponible. Plus tu te rends disponible, moins tu es respecté. Et moins tu es respecté, plus tu doutes de ta valeur, te poussant à redoubler d'efforts dans cette quête épuisante d'approbation. Le prix de cette disponibilité excessive ne se limite pas à la fatigue émotionnelle. Elle corrode progressivement ta capacité à prendre des décisions alignées avec tes véritables intérêts, à établir des limites saines, à reconnaître et à poursuivre tes aspirations authentiques. Tu deviens progressivement étranger à toi-même, vivant une existence dictée par les attentes et les besoins d'un monde qui, paradoxalement, finit par te considérer comme acquis. L'architecture énergétique de la psyché humaine. Carl Jung révolutionna la compréhension de l'esprit humain en introduisant le concept d'énergie psychique qu'il comparait aux lois physiques de conservation de l'énergie. Selon ses observations cliniques minutieuses, chaque être humain dispose d'un capital énergétique limité qui doit être investi consciemment pour maximiser son épanouissement personnel et son impact sur le monde. Cette énergie psychique, que Jung appelait libido dans son sens le plus large, ne se régénère pas instantanément. Elle suit des cycles naturels qui demandent des périodes de repos, d'introspection et de ressourcement. Quand tu ignores ces cycles en maintenant une disponibilité constante, tu crées un déficit énergétique chronique qui affecte tous les aspects de ton fonctionnement cognitif et émotionnel. Les études contemporaines en psychologie positive révèlent que les individus qui pratiquent une gestion consciente de leur énergie mentale présentent des niveaux significativement plus élevés de créativité, de résilience et de satisfaction existentielle. Ils développent ce que les chercheurs appellent l'intelligence énergétique, la capacité à reconnaître quelles activités et quelles personnes nourrissent leur vitalité, et lesquelles la drainent systématiquement. Jung avait identifié plusieurs fuites énergétiques, typiques, qui passent souvent inaperçues dans nos sociétés hyperconnectées. Chaque fois que tu réponds impulsivement à une sollicitation, que tu te justifies face à une critique non constructive, que tu entres dans des débats stériles ou que tu essaies de convaincre quelqu'un qui n'est pas ouvert au changement, tu dilapides des ressources précieuses qui pourraient être investies dans ton développement personnel. Cette hémorragie énergétique invisible explique pourquoi beaucoup de personnes bien intentionnées se retrouvent épuisées et démotivées malgré leurs efforts constants pour maintenir l'harmonie relationnelle. Elles ont développé des habitudes comportementales qui les maintiennent dans un état de dispersion permanente, incapables de concentrer leur force vitale sur ce qui compte vraiment pour leur accomplissement. L'art de la conservation énergétique commence par l'observation méticuleuse de tes propres patterns réactionnels. Jung encourageait ses patients à tenir ce qu'il appelait un journal énergétique, où il notait quotidiennement quelles interactions les dynamisaient et lesquelles les vidaient. Cette prise de conscience révèle souvent des surprises déstabilisantes sur la véritable nature de certaines relations que nous croyions bénéfiques. La reconquête de ton énergie psychique nécessite également le développement de ce que Jung nommait la fonction discriminatoire, cette capacité mature à distinguer entre les demandes légitimes et les tentatives de manipulation émotionnelle. Cette discrimination ne vient pas de la dureté ou de l'insensibilité, mais d'une lucidité compassionnelle qui reconnaît que servir constamment les autres, sans prendre soin de soi-même, finit par appauvrir tout le monde. Quand tu commences à gérer consciemment ton économie énergétique, tu découvres progressivement que tu as beaucoup plus de ressources intérieures que tu ne l'imaginais. Ces ressources étaient simplement dispersées dans 1000 sollicitations mineures qui, prises individuellement, semblaient insignifiantes, mais qui, cumulées, créaient un état d'épuisement chronique. Les mécanismes cachés de la manipulation relationnelle. La manipulation émotionnelle ne ressemble pas au scénario dramatique qu'on voit dans les films. Elle opère de manière beaucoup plus subtile, s'infiltrant dans les interactions quotidiennes sous des déguisements si familiers qu'elles passent complètement inaperçues. Jung avait identifié ces mécanismes comme faisant partie de ce qu'il appelait la danse des complexes, ces patterns psychologiques automatiques qui gouvernent nos relations sans que nous en ayons conscience. Le manipulateur émotionnel efficace ne crie jamais, ne menace jamais ouvertement. Il maîtrise l'art délicat de l'activation de tes zones de vulnérabilité psychologique, ces boutons émotionnels installés pendant ton enfance et qui, une fois pressés, déclenchent des réactions prévisibles. Il connaît exactement quels mots utiliser pour réveiller ta culpabilité, ton besoin d'approbation,
ta peur de l'abandon ou ton désir de te sentir indispensable. Cette manipulation fonctionne selon le principe de ce que Jung appelait la projection mutuelle. Pendant que l'autre projette sur toi ses propres besoins et attentes non formulés, tu projettes sur lui ton besoin d'être aimé et accepté. Cette double projection crée une danse psychologique complexe où personne ne voit réellement l'autre tel qu'il est, mais seulement à travers le prisme de ses propres manques émotionnels. Les neurosciences modernes révèlent que ces patterns de manipulation activent les mêmes circuits neurologiques que les addictions. Quand tu réponds positivement à une demande manipulatrice, ton cerveau libère de la dopamine, créant un sentiment temporaire de satisfaction qui masque le fait que tu viens de sacrifier tes propres intérêts. Cette récompense neurochimique rend ces comportements extrêmement difficiles à modifier, même quand tu prends conscience de leur caractère destructeur. L'efficacité de la manipulation émotionnelle repose également sur l'exploitation de tes biais cognitifs naturels. Le biais de réciprocité te pousse à rendre service à quelqu'un qui t'a fait une faveur, même minime. Le biais d'engagement t'incite à maintenir des comportements cohérents avec tes actions passées. Le biais de disponibilité te fait surévaluer l'importance des événements récents ou émotionnellement marquants. Un manipulateur habile orchestre ses biais comme un chef d'orchestre dirige ses musiciens. Il commence par de petites demandes apparemment innocentes, établit un climat de fausse intimité, alterne entre renforcement positif et retraits émotionnels et maintient toujours un niveau d'ambiguïté qui t'empêche de cerner clairement ses véritables intentions. Jung observait que les personnes les plus vulnérables à ces manipulations étaient paradoxalement celles qui avaient développé une forte empathie et un sens aigu des responsabilités. Leurs qualités humaines se retournaient contre elles, devenant des portes d'entrée pour ceux qui cherchaient à exploiter leur générosité naturelle. La libération de ces mécanismes ne vient pas de la fermeture émotionnelle ou de la méfiance systématique, mais du développement de ce que Jung appelait l'observateur intérieur, cette partie de toi capable de prendre du recul et d'analyser les dynamiques relationnelles en temps réel. Cet observateur apprend à reconnaître les signaux d'alarme, la pression temporelle artificielle, les appels à la culpabilité, les compliments suivis de demandes, les menaces de retrait d'affection. Quand tu développes cette capacité d'observation, tu commences à voir les fils invisibles qui étaient utilisés pour manipuler tes émotions. Cette prise de conscience est souvent déstabilisante, car elle révèle que certaines relations que tu croyais authentiques étaient en réalité construites sur des fondations manipulatrices. La révolution de l'indisponibilité consciente. Le moment où tu décides consciemment de ne plus être disponible pour tout le monde, à tout moment pour n'importe quelle raison, marque le début d'une révolution personnelle dont les répercussions dépassent largement tes espérances initiales. Cette transformation ne se contente pas d'améliorer tes relations existantes. Elle reconfigure entièrement ton positionnement dans le monde et modifie la façon dont les autres te perçoivent et interagissent avec toi. Jung avait observé que cette transition vers l'indisponibilité sélective déclenchait ce qu'il appelait la crise de réajustement relationnel. Les personnes de ton entourage, habituées à puiser librement dans ton énergie, entrent dans une phase de désorientation qui peut se manifester par de la confusion, de l'irritation ou même de l'hostilité ouverte. Cette réaction révèle l'authenticité véritable de leurs sentiments à ton égard. L'indisponibilité consciente fonctionne selon les lois psychologiques de la rareté et de la valeur perçue. Quand quelque chose devient moins accessible, l'esprit humain lui attribue automatiquement une valeur supérieure. Cette attribution n'est pas consciente. Elle s'opère au niveau des structures neuronales primitives qui évaluent constamment les ressources disponibles dans notre environnement social. Les recherches en psychologie comportementale démontrent que les individus qui pratiquent une disponibilité sélective développent un charisme naturel qui attire spontanément des relations de meilleure qualité. Ils cessent d'attirer les personnes en quête de solutions faciles à leurs problèmes émotionnels et commencent à magnétiser ceux qui apprécient réellement leur présence pour ce qu'ils sont, pas pour ce qu'ils peuvent fournir. Cette transformation modifie également la dynamique de pouvoir dans tes relations existantes. Quand tu cesses d'être prévisible émotionnellement, quand tu ne réponds plus automatiquement aux sollicitations habituelles, tu forces les autres à reconsidérer leur approche relationnelle. Ils ne peuvent plus compter sur tes réactions automatiques et doivent développer des stratégies d'interaction plus authentiques et respectueuses. L'indisponibilité stratégique crée également ce que Jung appelait
l'espace de mystère autour de ta personnalité. Quand les gens ne peuvent plus te décoder facilement, quand tes réactions deviennent moins prévisibles, tu développes une aura d'intrigue qui stimule leur curiosité naturelle. Cette curiosité génère un niveau d'attention et de respect que la disponibilité constante ne peut jamais produire. Mais cette transformation exige une redéfinition complète de ton rapport à la culpabilité et à l'approbation sociale. Tu vas devoir apprendre à tolérer l'inconfort de décevoir certaines personnes, de ne pas répondre à toutes les attentes, de laisser certains problèmes se résoudre sans ton intervention. Cette tolérance à l'inconfort émotionnel d'autrui est l'une des compétences les plus difficiles à développer, mais aussi l'une des plus libératrices. Jung insistait sur le fait que cette indisponibilité devait être pratiquée avec discernement et compassion. Il ne s'agit pas de devenir indifférent ou cruel, mais de développer une sagesse relationnelle qui sait distinguer entre les demandes légitimes et les tentatives d'exploitation émotionnelle. Cette discrimination demande du temps, de l'expérience et une connaissance approfondie de tes propres motivations inconscientes. L'impact de cette révolution comportementale se ressent rapidement dans tous les domaines de ton existence. Tes relations professionnelles gagnent en respect mutuel, tes amitiés se purifient pour ne conserver que les plus authentiques, et tes relations amoureuses évoluent vers des dynamiques plus équilibrées et satisfaisantes. La reconstruction de l'identité authentique. Quand tu commences à retirer ta disponibilité émotionnelle du marché relationnel, un processus profond de reconstruction identitaire s'amorce automatiquement. Cette reconstruction ne ressemble pas à un simple rafraîchissement de ta personnalité. C'est une refondation complète de qui tu es, basée sur tes valeurs intrinsèques plutôt que sur les attentes externes. Jung décrivait ce processus comme l'individuation, le chemin par lequel un être humain devient pleinement lui-même, intégrant tous les aspects de sa psyché en une totalité harmonieuse. Cette individuation nécessite du courage, car elle implique de lâcher l'identité familière, même si elle était limitante, pour embrasser l'inconnu de ton potentiel authentique. La première phase de cette reconstruction implique souvent une période de confusion identitaire, que Jung appelait la nuit noire de l'âme. Quand tu arrêtes de définir qui tu es par rapport aux besoins des autres, tu peux temporairement te sentir perdu, ne sachant plus très bien ce qui te motive réellement ou ce que tu désires profondément. Cette confusion est normale et nécessaire. Elle signale que ton psychisme se libère d'anciens conditionnements pour faire place à quelque chose de plus authentique. Les neurosciences révèlent que cette période de reconstruction active massivement le réseau neuronal du mode par défaut, responsable de l'introspection et de la formation de l'identité. Ton cerveau travaille littéralement à redessiner les cartes neurales de qui tu es, processus qui demande du temps et de l'énergie considérable. C'est pourquoi cette phase peut s'accompagner de fatigue, de sensibilité émotionnelle accrue et d'un besoin plus important de solitude. La reconstruction identitaire authentique demande également que tu reconnectes avec ce que Jung appelait tes fonctions psychologiques naturelles, ces façons d'être au monde qui te viennent spontanément quand tu n'essaies pas de te conformer aux attentes d'autrui. Certains découvrent qu'ils sont naturellement plus introvertis qu'ils ne le pensaient. D'autres réalisent qu'ils ont étouffé leur créativité ou leur besoin d'aventure pour maintenir une image de stabilité rassurante pour les autres. Cette redécouverte de tes tendances naturelles peut bouleverser certains aspects de ta vie établie. Tu peux réaliser que ton travail actuel ne correspond pas à tes véritables aptitudes, que tes loisirs ne te nourrissent pas réellement, ou que certaines de tes relations sont maintenues par habitude plutôt que par affinité authentique. Ces prises de conscience, bien qu'inconfortables, sont nécessaires pour aligner ta vie externe avec ta vérité intérieure. Jung soulignait l'importance de documenter ce processus de redécouverte, recommandant la tenue d'un journal où noter les insights, les résistances, les peurs et les élans qui émergent pendant cette période de transformation. Cette documentation aide à objectiver le processus et à identifier les patterns qui révèlent tes véritables aspirations. La reconstruction identitaire implique aussi l'intégration de ton ombre, ces aspects de ta personnalité que tu as refoulés parce qu'ils ne cadraient pas avec l'image que tu voulais projeter. Peut-être as-tu nié ta colère pour paraître plus aimable, réprimé ton ambition pour sembler humble ou caché ta sensibilité pour paraître fort. L'identité authentique embrasse cette complexité humaine plutôt que de la dissimuler. Cette intégration de l'ombre ne signifie pas exprimer aveuglément tous tes impulses réprimés,
mais reconnaître et canaliser consciemment ces énergies dans des directions constructives. Ta colère peut devenir passion pour la justice, ton ambition peut servir des causes qui te tiennent à cœur. Ta sensibilité peut enrichir tes relations et ta créativité. Le résultat de cette reconstruction est l'émergence de ce que Jung appelait la personnalité authentifiée. Un être humain qui ne joue plus de rôle, mais vit depuis son centre véritable. Cette authenticité génère un magnétisme naturel qui attire spontanément les personnes et les opportunités alignées avec tes véritables aspirations. Le pouvoir transformateur du silence stratégique. Dans notre époque d'hyperconnexion et de communication constante, le silence est devenu une ressource rare et précieuse. Jung avait identifié le silence non pas comme une absence de communication, mais comme une forme de communication supérieure qui véhicule des messages que les mots ne peuvent exprimer. Quand tu maîtrises l'art du silence stratégique, tu acquiers un pouvoir relationnel qui dépasse largement tout ce que tu peux accomplir par la parole. Le silence stratégique fonctionne selon plusieurs mécanismes psychologiques puissants. D'abord, il crée un vide que l'esprit humain ressent le besoin impérieux de combler. Cette tension psychologique pousse les autres à révéler plus d'informations qu'ils n'en avaient l'intention, te donnant accès à leurs véritables motivations et préoccupations. C'est pourquoi les thérapeutes, les négociateurs habiles et les leaders charismatiques utilisent le silence comme outil d'exploration et d'influence. Les recherches en communication non verbale révèlent que le silence communique souvent plus efficacement que les mots. Il peut exprimer la réflexion profonde, la sagesse, la confiance en soi, ou au contraire l'inconfort, la désapprobation, l'autorité. La clé réside dans la qualité de présence que tu maintiens pendant ce silence. Un silence habité par une attention bienveillante produit un effet très différent d'un silence chargé de tension ou de jugement. Jung observait que le silence stratégique permet également ce qu'il appelait la décantation émotionnelle. Au lieu de réagir immédiatement aux provocations ou aux demandes pressantes, tu crées un espace temporel qui permet aux émotions intenses de se clarifier. Cette clarification révèle souvent que l'urgence apparente était artificielle et qu'une réponse mesurée est plus appropriée qu'une réaction impulsive. Le silence transforme aussi radicalement la dynamique de pouvoir dans tes interactions. Quand tu ne te sens plus obligé de remplir chaque silence, de justifier chaque pause, d'expliquer chaque hésitation, tu dégages une assurance naturelle qui commande le respect. Les autres comprennent intuitivement qu'ils sont en présence de quelqu'un qui ne peut pas être facilement manipulé ou pressé. Cette maîtrise du silence s'étend à tes communications écrites. Au lieu de répondre immédiatement à chaque message, email ou sollicitation, tu apprends à prendre le temps de la réflexion. Cette temporisation, loin d'être de la lenteur, est de la sagesse appliquée. Elle te permet de répondre depuis ta clarté plutôt que depuis tes réactions automatiques. Le silence stratégique nécessite cependant une gestion attentive de tes propres anxiétés. Notre conditionnement social nous pousse à combler les silences par peur d'être perçus comme désagréables, stupides ou désintéressés. Apprendre à tolérer ces moments d'inconfort sans céder à l'impulsion de parler demande de la pratique et de la confiance en ta propre valeur intrinsèque. Jung soulignait que le silence le plus puissant est celui qui émane de la plénitude plutôt que du vide. Quand ton silence est nourri par une riche vie intérieure, par une réflexion profonde, par une connexion à tes valeurs essentielles, il devient magnétique et inspire naturellement le respect et la curiosité. Cette pratique du silence transforme également ta relation à l'écoute. Quand tu n'es plus préoccupé par ce que tu vas dire ensuite, tu peux accorder une attention pleine et authentique à ce que les autres expriment. Cette qualité d'écoute, devenue rare dans notre époque de distraction constante, est perçue comme un cadeau précieux par ceux qui en bénéficient. Le silence stratégique révèle aussi les véritables intentions des personnes avec qui tu interagis. Ceux qui respectent tes temps de pause et de réflexion démontrent leur maturité émotionnelle. Ceux qui tentent de forcer des réponses immédiates ou qui s'irritent de tes silences révèlent leur besoin de contrôle et leur intolérance à l'autonomie d'autrui. La sélectivité consciente comme art de vivre. Développer une sélectivité consciente dans tes relations et engagements représente l'une des compétences les plus sophistiquées de l'intelligence émotionnelle. Cette sélectivité ne naît pas de l'arrogance ou du mépris, mais d'une compréhension profonde de tes propres ressources limitées et de la préciosité de ton temps et de ton énergie. Jung considérait cette capacité discriminatoire
comme l'une des marques distinctives de la maturité psychologique. La sélectivité consciente commence par l'établissement de critères clairs pour évaluer les demandes qui te sont adressées. Ces critères doivent refléter tes valeurs profondes, tes objectifs de développement personnel et ton bien-être général. Contrairement aux réactions automatiques qui caractérisent la disponibilité excessive, cette approche demande une pause réflexive avant chaque engagement significatif. Les neurosciences cognitives révèlent que cette pratique de la pause réflexive active le cortex préfrontal, siège de la pensée rationnelle et de la planification à long terme. Cette activation renforce progressivement tes capacités de discernement et réduit l'influence des impulsions émotionnelles immédiates sur tes décisions. Tu développes graduellement ce que les chercheurs appellent la flexibilité cognitive, la capacité à adapter tes réponses aux circonstances plutôt que de répéter mécaniquement les mêmes patterns comportementaux. La sélectivité consciente implique également l'acceptation d'un paradoxe fondamental. Plus tu deviens exigeant dans tes choix relationnels, plus tu attires des personnes de qualité. Cette loi psychologique fonctionne parce que ta sélectivité signale ta propre valeur. Les personnes matures et équilibrées respectent et apprécient cette exigence, car elles pratiquent elles-mêmes ce discernement. Jung observait que la pratique de la sélectivité déclenchait souvent ce qu'il appelait la crise du tri relationnel. Cette crise se manifeste quand tu commences à appliquer tes nouveaux critères de discernement à tes relations existantes. Certaines relations révèlent alors leur caractère superficiel ou exploiteur, tandis que d'autres se renforcent et s'approfondissent sous l'effet de cette nouvelle authenticité. Cette phase de tri peut s'accompagner de sentiments de culpabilité, particulièrement si tu as été conditionné à croire que rejeter les demandes d'autrui est un acte d'égoïsme. Jung soulignait l'importance de reconnaître que cette culpabilité est souvent un résidu de programmation sociale inadaptée, qui ne servent pas ton épanouissement authentique. La sélectivité consciente s'applique aussi à tes engagements professionnels, tes activités de loisirs, et même tes consommations d'informations et de divertissement. Chaque choix que tu fais dans ces domaines façonne progressivement ton identité et influence la qualité de ton existence. Développer des standards élevés dans tous ces aspects de ta vie crée une cohérence existentielle qui renforce ton sentiment d'intégrité personnelle. Cette approche sélective transforme également ta relation au temps. Au lieu de subir ton emploi du temps comme une série d'obligations externes, tu deviens le curateur conscient de ton expérience de vie. Cette curation demande du courage, car elle implique parfois de dire non à des opportunités apparemment attrayantes qui ne s'alignent pas avec tes priorités profondes. Jung insistait sur le fait que la véritable sélectivité incluait aussi la capacité à être généreux et disponible quand les circonstances le justifient réellement. Il ne s'agit pas de devenir systématiquement fermé ou indisponible, mais de développer la sagesse de distinguer entre les moments où ton engagement est véritablement nécessaire et bénéfique, et ceux où il ne fait que perpétuer des dépendances malsaines. Cette sagesse discriminatoire se développe progressivement à travers l'expérience et la réflexion. Chaque fois que tu respectes tes critères de sélectivité, tu renforces ta confiance en ton propre jugement. Chaque fois que tu ignores ces critères par faiblesse ou par habitude, tu apprends des leçons précieuses sur les conséquences de tes choix. L'émergence de l'autorité personnelle. Quand tu maîtrises l'art de l'indisponibilité sélective, quelque chose de remarquable commence à émerger dans ta présence. Une autorité naturelle qui ne dépend pas de ton statut social, de tes accomplissements externes ou de ta capacité à dominer les autres. Cette autorité que Jung appelait la souveraineté intérieure émane directement de ton intégrité personnelle et de ta cohérence entre tes valeurs et tes actions. Cette autorité personnelle se distingue radicalement de l'autoritarisme classique qui cherche à contrôler les autres par la force ou la manipulation. Elle fonctionne plutôt comme un magnétisme naturel qui attire le respect et l'admiration sans effort conscient de ta part. Les gens commencent spontanément à solliciter ton opinion, à rechercher ta présence et à valoriser tes contributions, non pas parce que tu les y obliges, mais parce que ta qualité de présence inspire confiance. Les recherches en psychologie sociale révèlent que cette autorité naturelle active ce que les chercheurs appellent l'effet de halo positif. Quand les gens perçoivent que tu as une relation saine avec tes propres limites, ils projettent automatiquement sur toi d'autres qualités positives, comme la fiabilité, la sagesse et la stabilité émotionnelle.
Cette projection fonctionne en ta faveur dans toutes tes interactions sociales et professionnelles. L'autorité personnelle transforme aussi radicalement ta façon de communiquer. Tes mots portent plus de poids parce qu'ils ne sont plus dilués par un flot constant de paroles inutiles. Quand tu parles moins, mais avec plus d'intention, chaque phrase devient plus mémorable et plus impactante. Cette économie de langage renforce paradoxalement ton influence communicationnelle. Jung observait que le développement de l'autorité personnelle passait nécessairement par ce qu'il appelait l'épreuve de la solitude choisie. Cette épreuve implique d'apprendre à être confortable avec toi-même, sans avoir besoin de validation constante ou de stimulation externe. Cette capacité à être seul sans se sentir isolé devient la fondation de ton indépendance émotionnelle. Cette solitude choisie ne signifie pas l'isolement social, mais la capacité à puiser en toi-même les ressources nécessaires à ton équilibre émotionnel. Quand tu n'as plus besoin des autres pour te sentir complet, tes relations deviennent plus authentiques car elles viennent du désir de partager ta plénitude plutôt que du besoin de combler tes manques. L'autorité personnelle influence également ta posture physique et ton langage corporel de manière subtile mais perceptible. Tu te tiens plus droit, tes gestes deviennent plus mesurés et intentionnels, ton regard plus direct et stable. Ces changements non-verbaux communiquent inconsciemment ta nouvelle assurance intérieure et renforcent l'impression d'autorité que tu dégages. Cette transformation de ta présence physique reflète des changements neurologiques profonds. Les études en neurosciences montrent que le développement de la confiance en soi modifie l'activité de l'amygdale, centre de la peur, et renforce les connexions du cortex préfrontal, centre de la prise de décision rationnelle. Ces modifications neurales se traduisent par une plus grande stabilité émotionnelle et une meilleure gestion du stress. Jung soulignait que l'autorité personnelle authentique incluait nécessairement l'humilité, la reconnaissance de tes limites et de ton humanité. Cette humilité empêche l'autorité de se transformer en arrogance et maintient ton ouverture à l'apprentissage continu. L'autorité véritable n'a pas peur de reconnaître ses erreurs ou ses zones d'ignorance. Cette combinaison d'assurance et d'humilité crée ce que Jung appelait le charisme mature, cette qualité de présence qui inspire et élève les autres sans les écraser ou les diminuer. Les personnes qui développent ce charisme deviennent naturellement des leaders informels, des références morales, des sources d'inspiration pour leur entourage. Le paradoxe de la réception par le retrait. L'un des phénomènes les plus fascinants que Jung avait observé dans sa pratique clinique est ce qu'il appelait le paradoxe de la réception par le retrait. Ce principe révèle que plus tu te retires émotionnellement des dynamiques toxiques, plus tu attires naturellement des expériences et des relations de qualité supérieure. Cette loi psychologique défie l'intuition commune qui suggère qu'il faut donner pour recevoir. Ce paradoxe fonctionne selon plusieurs mécanismes interconnectés. D'abord, ton retrait émotionnel des situations malsaines crée un vide énergétique qui appelle naturellement des énergies plus harmonieuses. C'est comme si l'univers relationnel abhorrait les vides et s'empressait de les combler avec des expériences alignées avec ton nouveau niveau de discernement. Les neurosciences expliquent partiellement ce phénomène par ce qu'elles appellent l'activation réticulaire sélective. Quand tu changes tes standards relationnels, ton cerveau commence automatiquement à filtrer les informations et les opportunités selon ces nouveaux critères. Tu deviens littéralement plus sensible aux signaux qui correspondent à tes nouvelles attentes et moins réactif à ceux qui appartiennent à tes anciens patterns. Jung observait également que le retrait conscient activait ce qu'il appelait la fonction d'attraction inconsciente. Quand tu cesses de poursuivre désespérément l'approbation ou l'attention d'autrui, tu dégages une énergie de complétude qui attire naturellement les personnes qui résonnent avec cette qualité. Cette attraction ne demande aucun effort conscient de ta part. Elle opère au niveau des fréquences énergétiques subtiles. Ce processus d'attraction par le retrait transforme aussi la qualité de tes relations existantes. Les personnes qui étaient habituées à profiter de ta disponibilité excessive soit disparaissent graduellement de ta vie, soit ajustent leur comportement pour s'adapter à tes nouvelles limites. Cette sélection naturelle améliore globalement la qualité de ton environnement social. Le paradoxe se manifeste également dans ton rapport aux opportunités professionnelles et créatives. Quand tu cesses de dire oui à tout par peur de manquer quelque chose, tu crées l'espace mental et temporel nécessaire pour que de meilleures opportunités puissent se présenter. Cette disponibilité sélective
te permet d'être réellement présent et performant quand les véritables occasions se manifestent. Jung soulignait l'importance de maintenir une attitude de confiance patiente pendant ce processus de transformation. Il peut y avoir une période transitoire où tu ressens un vide apparent, une diminution temporaire de stimulation sociale, une impression de solitude inhabituelle. Cette phase fait partie intégrante du processus et ne doit pas t'inciter à revenir à tes anciens patterns par impatience. Cette confiance dans le processus demande aussi de redéfinir tes critères de succès relationnel. Au lieu de mesurer ta valeur par le nombre de tes interactions sociales ou par ta popularité apparente, tu apprends à valoriser la profondeur, l'authenticité et la réciprocité de tes connexions humaines. Le paradoxe de la réception par le retrait s'étend aussi à ton rapport à l'abondance matérielle et aux succès externes. Quand tu cesses de poursuivre frénétiquement les récompenses externes, tu développes une relation plus sereine et paradoxalement plus efficace avec tes objectifs matériels. Cette détente permet à ta créativité naturelle et à ton intelligence intuitive de s'exprimer plus librement. Jung insistait sur le fait que ce processus ne pouvait pas être artificiel ou manipulateur. Il doit émaner d'une transformation authentique de tes valeurs et de tes priorités. Toute tentative de faire semblant d'être détaché, tout en restant secrètement attaché aux résultats, produit l'effet inverse et peut même renforcer les patterns que tu cherches à transformer. La renaissance par l'absence consciente. Le processus de transformation que nous avons exploré culmine dans ce que Jung appelait la renaissance psychologique, cette émergence d'une nouvelle version de toi-même qui intègre toutes les leçons apprises à travers l'expérience de l'indisponibilité consciente. Cette renaissance ne ressemble pas à un simple changement de comportement. C'est une réorganisation fondamentale de ton identité autour de tes valeurs authentiques plutôt que des attentes externes. Cette renaissance commence souvent par une période que Jung décrivait comme la nuit noire de l'âme relationnelle. Un moment où tu te retrouves temporairement isolé de tes anciens patterns sociaux, sans avoir encore pleinement développé les nouveaux. Cette phase peut être inconfortable, mais elle est nécessaire pour permettre à ton nouveau moi d'émerger sans les influences des anciens conditionnements. Pendant cette période de transition, tu découvres progressivement que la solitude n'est pas synonyme d'isolement. Jung faisait une distinction claire entre ces deux états. L'isolement est subi et génère de la souffrance, tandis que la solitude est choisie et devient source de ressourcement. Cette solitude choisie te permet de reconnecter avec tes aspirations profondes, tes talents naturels et tes véritables sources de joie. Les neurosciences révèlent que cette période de moindre stimulation sociale active massivement le réseau neuronal du mode par défaut, responsable de l'introspection, de la créativité et de la consolidation de l'identité. Ton cerveau profite de cette accalmie relationnelle pour réorganiser ses connexions selon de nouveaux patterns plus cohérents avec ton développement personnel. Cette renaissance psychologique s'accompagne souvent de l'émergence de nouvelles passions, de nouveaux intérêts ou de la redécouverte d'anciens talents que tu avais négligés pour consacrer ton énergie aux besoins d'autrui. Cette créativité renouvelée devient l'une des récompenses les plus précieuses du processus d'individuation. Jung observait que les personnes qui traversaient avec succès cette renaissance développaient ce qu'il appelait la présence magnétique, cette qualité d'être qui attire naturellement les bonnes personnes et les bonnes opportunités. Cette présence ne peut pas être simulée ou apprise intellectuellement. Elle émane directement de l'alignement entre ton être intérieur et ton expression extérieure. La renaissance par l'absence consciente transforme aussi radicalement ton rapport au temps et aux priorités. Tu développes une clarté intuitive sur ce qui mérite vraiment ton attention et ton énergie. Cette clarté te permet de prendre des décisions plus rapides et plus justes, car elles sont guidées par tes valeurs intérieures plutôt que par les pressions externes. Cette nouvelle version de toi-même maintient un équilibre délicat entre l'ouverture et la protection, entre la générosité et la préservation de soi, entre l'engagement et le détachement. Cet équilibre n'est pas statique, il se réajuste constamment selon les circonstances, tout en préservant ton intégrité fondamentale. Jung soulignait que cette renaissance n'était pas une destination finale, mais le début d'un processus continu de croissance et d'épanouissement. Tu découvres que tu peux continuer à évoluer et à t'enrichir tout en maintenant fermement tes nouvelles limites et ton nouveau niveau d'exigence relationnelle. La version renée de toi-même devient aussi naturellement un guide et une inspiration pour d'autres personnes,
qui sont encore prises dans les patterns d'hypervigilance relationnelle. Sans prêcher ou donner de conseils non sollicités, ton exemple vivant démontre qu'il existe une alternative à la disponibilité épuisante et aux relations déséquilibrées. Cette fonction d'exemple et de guide représente l'une des dimensions les plus gratifiantes de la transformation jungienne. Tu réalises que ton travail sur toi-même a des répercussions positives qui dépassent largement ta sphère personnelle et contribuent à l'élévation de la conscience collective. Alors que nous arrivons au terme de cette exploration profonde de la sagesse jungienne sur l'indisponibilité consciente, il est important de reconnaître que ce processus de transformation ne se limite pas à ton épanouissement personnel. Il s'inscrit dans un mouvement plus large de réveil de la conscience humaine qui touche actuellement des millions de personnes à travers le monde. Jung avait prophétisé que l'humanité traverserait une période où les individus seraient appelés à se libérer des conditionnements collectifs pour découvrir leur vérité authentique. Cette prophétie semble se réaliser sous nos yeux, à mesure que de plus en plus de personnes remettent en question les modèles relationnels traditionnels basés sur la dépendance émotionnelle et la disponibilité excessive. Cette transformation collective ne se fait pas sans résistance. Les systèmes sociaux, économiques et même familiaux qui bénéficiaient de l'ancien modèle d'hypervigilance relationnelle peuvent réagir avec hostilité au changement que tu incarnes. Cette résistance est normale et même prévisible. Elle signale que tu es effectivement en train de transformer quelque chose de fondamental. Ton engagement dans ce processus de transformation fait de toi un pionnier d'une nouvelle façon d'être en relation avec les autres et avec toi-même. Cette fonction de pionnier s'accompagne de responsabilités, mais aussi de privilèges extraordinaires. Tu as l'opportunité d'expérimenter des niveaux de paix, d'authenticité et d'épanouissement qui étaient inaccessibles dans l'ancien paradigme. Les bénéfices de cette transformation s'étendent sur plusieurs générations. En brisant les patterns de codépendance et d'épuisement émotionnel dans ta propre vie, tu évites de les transmettre à tes enfants ou aux personnes que tu influences. Cette guérison transgénérationnelle représente l'un des cadeaux les plus précieux que tu puisses offrir au monde. Jung insistait sur le fait que cette transformation individuelle était indissociable de l'évolution de l'espèce humaine vers des formes plus sophistiquées de conscience et de relation. En devenant pleinement toi-même, tu contribues à l'émergence d'une humanité plus sage, plus équilibrée et plus harmonieuse. Ce chemin de transformation n'est pas facile, et il n'est certainement pas pour tout le monde. Il demande du courage, de la persévérance et une foi inébranlable en ton propre potentiel d'épanouissement. Mais pour ceux qui s'y engagent pleinement, les récompenses dépassent largement les sacrifices temporaires. Si tu ressens que ce message résonne profondément en toi, si tu reconnais dans cette description les aspirations secrètes de ton âme, alors sache que tu es probablement prêt pour cette aventure transformationnelle. Elle t'attend, patiente et bienveillante, dès que tu auras le courage de faire le premier pas vers une vie alignée avec ta vérité la plus profonde. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne pour continuer à explorer ensemble les mystères de la psyché humaine et les voies de la transformation authentique. Partage cette vidéo avec les personnes de ton entourage qui pourraient bénéficier de cette sagesse et n'hésite pas à partager tes propres expériences dans les commentaires. Écris simplement « Je choisis mon authenticité » dans les commentaires si ce message a touché quelque chose en toi et que tu es prêt à entreprendre ce voyage vers une version plus libre et plus épanouie de toi-même. Ensemble, nous pouvons créer un monde où chaque être humain a le droit et le courage d'être pleinement lui-même.